Jérôme Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la revue Défense Nationale, vous êtes général. Quel sens cela a-t-il de célébrer l'armistice d'une guerre achevée depuis 103 ans ? Mais je crois que ça a été dit avec beaucoup d'humour il y a quelques minutes. Commémorer, c'est à la fois regarder vers le passé, mais c'est aussi regarder et préparer l'avenir. Et je crois que cette commémoration auquel nous allons assister d'ici quelques heures, eh bien, elle permet de comprendre pourquoi nous sommes Français, pourquoi nos grands-pères, nos arrière-grands-pères se sont battus et pourquoi aujourd'hui encore nous avons des jeunes soldats qui se battent pour défendre nos libertés. C'est aussi pourquoi on souhaite que ça ne soit plus jamais la guerre, plus jamais ça ? Oui, mais hélas, la destinée humaine fait, vous l'avez là aussi souligné avec beaucoup d'humour, mais aussi avec beaucoup de gravité, c'est que la violence est inhérente à l'homme et que le jour où il y aura plus de guerre, ça s'appelle le paradis. Or, n'oublions pas que Adam et Ève ont été chassés du paradis. Donc, il faut comprendre que nous sommes confrontés à un monde où il y a de la violence. Alors, qui est peut-être de la violence en termes de sécurité intérieure. On peut penser au procès hier pour l'assassinat de Mireille Knoll, mais on a cette violence d'État, cette violence terroriste, et donc nous devons impérativement nous protéger face à ces menaces. On va revenir sur ces risques, ces menaces. Un mot d'Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, aujourd'hui inhumé au Mont Valérien. Quel est le sens de ce transfert ? Eh bien, on va tourner une page extraordinaire, celle des compagnons de la Libération, qui débute en 1940 et qui s'est achevée avec la disparition du dernier compagnon vivant, donc Hubert Germain. Et ce qui va être très intéressant, c'est que au-delà d'Hubert Germain, c'est l'hommage de la nation aux 1038 compagnons de la Libération qui va être en quelque sorte célébré tout à l'heure. Mais c'est aussi effectivement la destinée d'hommes et de femmes qui, dès 1940, ont choisi de défendre la liberté contre la barbarie nazie. C'est la notion de héros qui est en jeu ? Plus que la notion de héros, d'ailleurs. Oui, c'est aussi qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce qui fait sens dans une nation ? Et le choix de ces compagnons de la Libération, eh bien, c'est, quelles que soient les difficultés, il fallait combattre plus que l'ennemi allemand, il fallait combattre la barbarie nazie. Et je crois que c'est une leçon que nous devons, et nous avons la responsabilité de la transmettre pour les générations futures. Judith l'a rappelé dans sa chronique, la figure du maréchal Pétain occupe le devant de la scène politique. Pour les militaires, est-ce qu'on arrive à vivre cette schizophrénie ? Pétain, c'est à la fois le vainqueur de Verdun, comme on dit, et le traître de 1940. Alors effectivement, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de Pétain, et c'est extrêmement intéressant parce que il y a derrière effectivement beaucoup de passion. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le parcours du maréchal Pétain, d'ailleurs, il a la réputation d'être républicain. C'est ça ce qui est très paradoxal. Républicain, laïque, amateur de femmes, enfin, il est... Pas l'extrême droite, quoi, voilà. Absolument. Et la bascule se fait, en gros, on va dire à partir de 1936, où là il y a une bascule. Son drame finalement, c'est d'avoir vécu longtemps. Il serait mort en 1935. Il y aurait des avenues Maréchal Pétain à droite et à gauche. Et c'est ça le drame, la bascule et l'aveuglement de l'homme face à la réalité. Et puis, bien sûr, tout ce qui s'est passé autour de lui. Donc, je crois que, bien sûr, l'instrumentalisation qui est faite aujourd'hui est absolument scandaleuse, parce que à partir de 1935-1936, effectivement, Pétain bascule. Maintenant, la partie, et c'est très intéressant de voir d'ailleurs la relation entre De Gaulle et Pétain, après 1945 en quelque sorte, où par exemple il y avait une promotion de Saint-Cyr en 1940, promotion maréchal Pétain, et le général de Gaulle n'a pas voulu la débaptiser. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il était lui-même habité par cette schizophrénie. Bien sûr, et je crois que c'est aussi une réflexion. Il faut savoir aussi qu'il y avait un deuxième maréchal vivant en 1940. On l'oublie trop souvent. Il y avait le maréchal Franchet d'Espéré, mais qui avait été très handicapé par un accident de voiture au Sahara, et qui lui incarnait une hostilité. Lui voulait poursuivre le combat. Alors le maréchal Pétain avait un peu entre guillemets la trouille que le maréchal Franchet d'Espéré dise attendez, prenne sa place. Ouais, prenne sa place. Voilà. Alors nous avons des ennemis, nous avons aussi des alliés, les États-Unis. On voit Kamala Harris aujourd'hui à Paris pour une opération réconciliation. Sommes-nous toujours vraiment alliés, France et États-Unis ? Oui. Alors,
effectivement, vous faites allusion à ce qui s'est passé cet été. Les sous-marins australiens, le contrat dénoncé d'une mauvaise manière. De très mauvaise manière. Et je crois qu'il y a eu, et à Washington, vous connaissez Washington, il y a dans le microcosme washingtonien, il y a des courants différents. Et je crois que, effectivement, les Américains se sont rendus compte qu'ils avaient fait une très grosse erreur en termes, en tout cas, de communication politique. Premièrement, les Français sont les alliés les plus anciens et l'histoire compte énormément aux États-Unis. Les symboles comptent énormément. Maréchal Lafayette. Voilà. Mais c'est aussi le fait que la France est un des alliés les plus importants pour les États-Unis. Et ça, c'est une dimension que l'on oublie. On compte vraiment pour eux ? Oui, parce que nous sommes une puissance militaire. Et nucléaire. Et nucléaire. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le président de la République, c'est le chef des armées, et à l'heure où je vous parle, on a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui assure la dissuasion. Et cette dimension, elle est essentielle parce que, de facto, par la puissance militaire, donc par l'effort que la France consent à sa défense, nous sommes un acteur majeur. Et donc, la visite de Kamala Harris durant 5 jours, ce qui est énorme quand on connaît la vie diplomatique, et plus que symbolique. Les Américains se sont rendus compte qu'ils avaient humilié bêtement la France et qu'il fallait à tout prix se réconcilier avec la France, parce que derrière, même si on peut discuter sur les relations entre l'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis, la France a le leadership militaire en Europe. Et donc, pour les États-Unis, la France est un allié majeur. Et du côté des menaces, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les Russes qui sont les principales menaces, avec le front ukrainien, avec ce qu'on voit en ce moment à travers la Biélorussie et la pression par les migrants ? Alors, je ne pense pas que la Russie soit la principale menace. Par contre, effectivement, elle a intérêt à déstabiliser l'Union européenne. Et on le voit à travers, effectivement, l'Ukraine, on le voit à travers la crise entre la Biélorussie et la Pologne, avec le paradoxe que la Pologne n'arrête pas de hurler contre Bruxelles sur l'évolution du droit, voilà, et appelle Bruxelles au secours. Tout à fait. Donc, on voit bien que... et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que demain, le ministre russe des Affaires étrangères et le ministre de la Défense russe sont à Paris, et il y aura une rencontre bilatérale avec Jean-Yves Le Drian et Florence Parly. Donc je pense que les échanges vont être virils, mais sont nécessaires. La Chine, c'est à l'horizon la principale puissance dont on doit au moins se méfier ? Oui, la Chine, là, vraiment, pose un vrai problème stratégique. La Chine a des ambitions désormais clairement affichées. Alors, à la fois de politique intérieure, et c'est un régime, il faut le souligner, qui est un régime totalitaire, et avec des ambitions impériale en quelque sorte, parce qu'elle est sûre de sa puissance. C'était pas sa tradition, la Chine, elle était repliée. Maintenant, elle veut conquérir le monde ? Elle a l'ambition que son système devienne la référence. Et on le voit notamment avec le fait que elle est très présente dans de nombreuses organisations internationales et qu'elle propose finalement un modèle alternatif. C'est un modèle alternatif où enrichissez-vous, mais obéissez au Parti communiste. Et effectivement, s'enrichir, personne n'est contre. Et donc, c'est vraiment... on pourrait presque dire un enjeu civilisationnel. Et ça passera éventuellement par un conflit autour de Taïwan ? Ça pourrait. C'est-à-dire que quand on voit dans la stratégie chinoise, c'est accumuler un rapport de force, c'est d'ailleurs le jeu de Go en quelque sorte, pour qu'à un moment donné, le fruit tombe naturellement. Et donc, en gros, ils se disent jusqu'où Washington ira. Est-ce que Washington est prêt à engager un conflit majeur pour défendre l'île de Taïwan ? Et ça, ce sont des enjeux qui sont très lourds et qui nous impactent directement. L'armée française est engagée dans un parcours délicat, se retirer en ordre du Sahel avec la fin de l'opération Barkhane. On peut éviter le syndrome afghan ? Oui, parce que, alors, le retrait n'est pas un retrait total. C'est-à-dire, c'est une réorganisation du dispositif. On veut diminuer notre empreinte tout en restant présent, parce que nous savons parfaitement que cette région reste une région d'instabilité, avec des trafics en tout genre, entre les groupes armés terroristes, la criminalité organisée, la traite humaine, dire les migrants qui arrivent en Libye, c'est absolument comparable à ce qui se faisait au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc, nous allons maintenir cette présence, mais en diminuant. Et puis surtout, notre objectif, c'est que ce soit les États de la région qui assument leur souveraineté sur leur territoire. Dans cette évolution, est-ce que la France reste compétitive technologiquement? Je pense notamment au renseignement et aux drones. Oui, la France reste compétitive et je crois que on l'a vu notamment au cours de ce quinquennat, puisque nous sommes en période de campagne présidentielle. La loi de programmation militaire a été respectée et il y a une remontée en puissance de l'outil militaire français, mais il va falloir poursuivre l'effort parce que nous avions
de vraies lacunes et il reste encore des lacunes à combler. Et qu'est-ce que ça veut dire poursuivre l'effort? C'est sécuriser le deuxième porte-avions nucléaire, lancer un autre sous-marin? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la priorité. Alors, c'est poursuivre l'augmentation régulière du budget de la défense, donc 1 à 2 milliards chaque année en plus, poursuivre les investissements à la fois donc dans le renouvellement des matériels, par exemple notre format de frégate, de bâtiment de la Marine nationale est beaucoup trop restreint. Nous avons 15 unités de premier rang, ce qui est totalement insuffisant pour contrôler notre zone économique exclusive. Donc, il faudrait remonter à 18. Et puis, bien sûr, aussi investir sur l'avenir, sur les technologies, l'intelligence artificielle. Donc, des champs dans lesquels, il faut le souligner, la France a des compétences et la France, les armées sont le premier investisseur dans ce domaine-là. Mais est-ce que ce développement, ça ne passe pas forcément par une défense européenne, avec des financements européens? Alors, c'est aussi une des ambitions qui était clairement affichée par le président Macron, c'est-à-dire il faut que l'Europe soit plus active en termes de défense, avec cette ambiguïté ou ce paradoxe permanent que nos partenaires européens, lorsqu'ils parlent défense, ils pensent OTAN, et que donc nous devons travailler pour aller plus loin, tout en restant un membre important de l'OTAN. Qui n'est pas en état de mort cérébrale, comme disait le président? Il y a quelques signaux électriques qui montrent... L'encéphalogramme n'est pas tout à fait plat. Pas tout à fait plat, mais parce que la France est très active dans ce domaine-là. Et ça, il faut souligner qu'il faut secouer. Alors, bien sûr, il reste des problèmes majeurs. C'est le problème de la Turquie, par exemple. C'est le problème... Alors, derrière, il y a aussi les problèmes industriels. Mais nous devons impérativement poursuivre l'effort. Dernière question. Est-ce qu'on aura un jour, pour faire plaisir à Judith, une femme chef d'état-major des armées? Alors, je ne sais pas si on aura demain ou après-demain. En tout état de cause, nous avons déjà un certain nombre de femmes à des postes de responsabilité. Bon, d'abord, la ministre des Armées, c'est une femme, c'est la deuxième. Après Michèle Alliot-Marie, tout à fait. Et nous avons des femmes en situation de haute responsabilité, des ingénieurs généraux de l'armement, des femmes générales. Et donc, il y a une montée en puissance de la présence de la femme militaire. Et c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Et là aussi, par rapport à d'autres pays européens, nous sommes en avance. Général Jérôme Pellistrandi, merci, bonne journée.